C'est l'heure de plonger dans notre dossier du jour. Et aujourd'hui, on a une mission. C'est l'heure de plonger dans notre dossier du jour. Et aujourd'hui, on a une mission assez spéciale. Une mission très pointue, ouais. Voilà. Notre but, c'est de décrypter l'anatomie d'une performance sportive parfaite. Mais, et c'est là que c'est croustillant, même quand le tableau d'affichage reste complètement figé. C'est souvent là qu'on trouve les détails les plus intéressants, en fait. Exactement. Le point de départ de notre analyse, ça repose sur un document statistique extrêmement détaillé. Il s'agit d'un rapport qui a été publié par le média Cenepost. Un rapport rédigé en direct de Dakar, d'ailleurs. Oui, par leur correspondant, Sal. Et bon, quand on lit ça, on se dit qu'on a affaire à du très lourd. C'est un rapport qui, à première vue, pourrait ressembler à une simple feuille de calcul. Tu sais, une simple accumulation de données brutes. Ouais, des lignes et des colonnes, quoi. C'est ça. Mais quand on prend le temps de lire entre les lignes, ces métriques racontent une histoire tactique fascinante. Et une histoire sur la manière dont un match de football moderne se gagne, ou du moins, sur la manière dont il se domine. Alors, le sujet central de ce rapport, c'est un joueur, El Hadji Malick Diouf. Le joueur sénégalais. Tout à fait. D'ailleurs, la source l'associe à l'emoji du lion, ce qui annonce un peu la couleur de sa prestation. Ça pose le personnage. Le document nous apprend qu'il a été désigné homme du match lors d'une confrontation en Angleterre. Un match de Premier League entre West Ham et Bournemouth. Une affiche très physique. Très physique. Bon, décortiquons tout ça. Car voici le point de départ de notre réflexion, et c'est un vrai paradoxe. La rencontre s'est soldée par un 0-0 des plus rugueux. Un vrai match nul en bled. Et pourtant, après 90 minutes complètes de jeu sans le moindre but, Diouf décroche une note de 8,1. Sur 10. Sur 10, oui. Dans le système de notation actuel, obtenir un 8,1 sans avoir fait trembler les filets et dans un match aussi fermé, c'est une véritable anomalie statistique. C'est exactement la contradiction apparente qu'il faut creuser aujourd'hui. C'est clair. Parce que comment un joueur parvient-il à survoler les débats de manière si évidente que les observateurs lui accordent un 8,1 alors que son équipe n'a pas marqué ? C'est la grande question. L'attention médiatique et, disons, l'instinct naturel du fan de foot s'attendent toujours à récompenser l'action décisive. Le buteur. Le buteur, le passeur, ou même le gardien qui fait une parade spectaculaire à la dernière seconde. Mais ici, le rapport de Cenepost nous invite à changer de focale. À regarder ailleurs. Exactement. Il s'agit de comprendre l'influence par le placement, par l'anticipation et par la gestion des espaces. Le travail de l'ombre. C'est l'impact d'un joueur sur l'équilibre total d'une partie. Un impact qui est souvent totalement invisible dans les résumés vidéo de fin de match. Parce qu'on ne montre que les tirs et les fautes dans les résumés. Absolument. On ne montre jamais un joueur qui ferme un angle de passe à la 40e minute. Bon, entrons directement dans les données. On va commencer par ce qu'on pourrait qualifier de... Allez, appelons ça le mur aérien. Le terme est bien choisi. Le rapport de Sal met en avant des statistiques impressionnantes concernant son jeu de tête. Écoute bien ça. Diouf a remporté 9 de ses 11 duels aériens. C'est colossal. Ça fait un taux de réussite de 82%. Et à cela, il faut ajouter 5 dégagements. Ouais. Quand on connaît l'intensité athlétique du championnat anglais, et particulièrement des oppositions avec des équipes au style très direct comme West Ham et Bournemouth, remporter 9 duels sur 11, ce n'est vraiment pas un détail. Ce qui est fascinant ici, c'est l'image tactique que ces chiffres dessinent. Comment ça ? Eh bien, remporter 82% de ces duels aériens avec un tel volume d'intervention, ça ne relève pas juste de l'exploit athlétique ponctuel. Ce n'est pas juste sauter plus haut une fois par hasard. Exactement. Cela indique un sens du timing et une lecture de la trajectoire du ballon absolument redoutable. Face à des équipes qui utilisent souvent le jeu long ou les centres pour entourner le milieu de terrain, le jeu aérien devient une vraie zone de combat stratégique. Une vraie tranchée en l'air. C'est ça. En confisquant le ballon 9 fois sur 11 dans les airs, le joueur a tout simplement érigé un bouclier. Il prive l'adversaire de sa capacité à fixer le jeu dans le camp adverse. C'est une domination territoriale en fait. D'ailleurs, concernant ces fameux 5 dégagements mentionnés dans la source, Oui. personnellement, j'ai tendance à associer le terme dégagement à une forme de panique. Ah, c'est un biais très courant, ça. Bah oui, on imagine souvent le défenseur acculé qui frappe le ballon le plus loin possible en tribune, juste pour gagner quelques secondes de répit. Du coup, est-ce qu'un chiffre élevé de dégagement ne vient pas contredire l'idée d'une performance maîtrisée qui vaut un 8,1 ?
C'est une excellente remarque. Le vocabulaire statistique peut parfois induire en erreur ceux qui nous écoutent. Un dégagement dans l'analyse moderne, ce n'est pas nécessairement un aveu de faiblesse. D'accord. Face à la pression constante d'un match de ce niveau, savoir identifier la zone de rupture et nettoyer le danger sans s'encombrer de relances périlleuses, c'est une preuve de lucidité. Donc c'est pragmatique. Très pragmatique. Ces 5 dégagements, couplés à la domination aérienne, montrent un joueur qui identifie l'urgence avant qu'elle ne devienne critique. Il étouffe l'incendie avant même qu'il ne se déclare véritablement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que lorsqu'on croise cette domination aérienne avec son comportement au sol, le profil de Diouf prend une toute autre dimension. Les stats au sol sont fascinantes. Notre source indique que sur l'ensemble des 90 minutes, Diouf n'a réussi aucun tacle, 0 sur 2 tentatives. 0. Et il n'a réalisé qu'une seule interception. Bon, il a tout de même remporté 3 de ses 5 duels au sol, ce qui fait 60% de réussite. Ce qui est très correct. C'est correct, oui. Mais 0 tacle réussi pour l'homme du match, ma première réaction, c'est de me demander s'il n'a pas été trop passif. Trop passif. S'est-il caché dans les moments de combat au sol pour éviter d'être mis en difficulté? Non, pas du tout. L'absence de tacle est souvent interprétée à tort comme un manque d'engagement. Mais si l'on croise ce 0 pointé avec le reste de ses statistiques défensives, l'explication est tout autre. Je t'écoute. Le tacle est fondamentalement une action de rattrapage. Une action de rattrapage. Oui. C'est le geste que l'on effectue quand on est en retard, quand le placement initial a été pris à défaut ou que l'adversaire a réussi à créer un décalage. C'est une manœuvre d'urgence absolue. C'est vrai que le tacle, c'est un peu le geste de la dernière chance. Et ça comporte un risque immense. Si le tacle est raté, le joueur est au sol, hors de l'action, et l'équipe se retrouve en infériorité numérique immédiate. Donc, s'il ne tacle pas, c'est parce qu'il n'en a jamais besoin. Exactement. Un joueur qui gagne 82% de ses duels en hauteur et effectue 5 dégagements cruciaux gère la menace en amont. Il anticipe. Son cerveau analyse l'action avec un temps d'avance sur les attaquants. Il se positionne sur la ligne de passe ou ferme l'angle de course avant même que l'adversaire n'ait l'opportunité de le provoquer en 1 contre 1. Si bluffant quand on y pense. Cette note de 8,1 récompense justement cette intelligence spatiale. L'action défensive parfaite, ce n'est pas le tacle glissé désespéré qui soulève les foules dans les stades. Même si c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, oui. Mais la vraie défense, c'est le placement sobre qui rend l'attaque adverse mathématiquement impossible. C'est une défense par la dissuasion, en quelque sorte. On ne va pas là où le lion rôde. Jolie image. Et cela nous amène logiquement à la deuxième phase de l'analyse du correspondant sol. Une fois que ce mur a récupéré le ballon, qu'en fait-il? Ah, la relance. Car récupérer la balle n'est que la moitié du travail. Le rapport de Sénépos s'attarde sur sa gestion de la possession avec un chiffre central. Diouf a eu 60 touches de balle. C'est beaucoup. Et il a subi une faute. Dans une rencontre si accrochée qui se solde par un 0-0, toucher le ballon 60 fois, ça prouve qu'il n'a pas fui ses responsabilités une fois la phase défensive terminée. C'est un volume de jeu très significatif pour ce poste. Avoir 60 touches de balle pour un joueur au profil aussi défensif indique qu'il a agi comme une véritable soupape de sécurité pour son équipe. Une soupape de sécurité. Ses coéquipiers lui font confiance. Dès que le ballon est récupéré et que la pression adverse se resserre, il offre systématiquement une solution de passe. Il se rend disponible. C'est ce qu'on appelle donner de l'air au jeu. Et la faute subie, quant à elle, montre une capacité à protéger son ballon sous la pression. Il oblige l'adversaire à la faute tactique. Et ça donne un coup franc. Ça donne un coup franc et surtout ça permet à tout le bloc équipe de remonter sur le terrain et de souffler. Alors regardons la précision de cette distribution. Sur 33 passes tentées, il en réussit 24. D'accord. Cela donne un taux de réussite de 73%. Alors, je me fais l'avocat du diable une seconde. Vas-y. 73%, pour notre audience, on pourrait se dire que c'est un peu léger quand on a l'habitude de voir des statistiques de milieu de terrain qui tournent autour de 90 ou 95% de réussite dans certaines grosses équipes de possession. C'est vrai. Mais le rapport note aussi un autre chiffre très spécifique. Il a tenté 6 passes longues et on a réussi 2, soit 33%. Ces données méritent clairement d'être contextualisées, non ? Absolument. Il faut éviter le piège de la lecture brute des pourcentages. Un taux de 95% de passes réussies n'a que peu de valeur si ce ne sont que des passes latérales à 2 mètres de distance, sans aucune opposition. Les fameuses passes pour les statistiques. Exactement. Maintenir 73% de réussite globale dans un match verrouillé à 0-0, où chaque centimètre carré du terrain est contesté et où les blocs défensifs sont extrêmement denses, c'est faire preuve d'un grand sang-froid. Ça change la perspective. Cela prouve une capacité à trouver des relèves fiables sous un pressing intense. Et concernant ces passes longues, seulement 2 réussies sur 6 tentatives. Est-ce un déchet technique ou une nécessité tactique selon le contexte du match ?
C'est une nécessité absolue. Un taux de 33% sur des passes longues peut paraître bas sur le papier, mais tenter 6 passes longues dans un tel match montre une intention claire. Celle de casser les lignes. Parfaitement. Face à un bloc organisé qui refuse de s'ouvrir, la pire chose à faire est de s'enfermer dans une possession stérile qui permet à la défense de se reposer. La fameuse passe en U. Voilà. Tenter le jeu long, c'est prendre un risque collectif assumé pour étirer l'adversaire. Même si 4 de ces passes n'arrivent pas directement dans les pieds d'un coéquipier, elles forcent la ligne défensive adverse à reculer en urgence. Et ça crée du chaos. Ça crée des deuxièmes ballons à disputer plus haut sur le terrain. C'est le comportement d'un joueur qui cherche activement à briser le verrou du match nul, plutôt que de se contenter de préserver le score. C'est une excellente transition vers la troisième dimension de ce rapport, et sans doute la plus surprenante pour un joueur qui vient d'être décrit comme une muraille. On arrive sur le côté offensif. Le correspondant de Sénépost met en lumière ce qu'on pourrait appeler l'étincelle offensive. Malgré l'absence totale de buts de part et d'autre, Diouf a réussi 7 passes sur 11 dans le dernier tiers du terrain. Dans la zone dangereuse. C'est 64% de réussite dans la zone de vérité, là où l'espace se compte en millimètres. Et il ajoute à cela un centre réussi sur 2 tentés, soit 50%. Ces chiffres font basculer la performance de la catégorie très solide à exceptionnelle. Pourquoi exceptionnel ? Trouver des partenaires avec 64% de réussite dans les 30 derniers mètres adverses face à une défense regroupée, ça demande une acuité technique bien supérieure à celle requise pour la relance basse. La pression n'est pas la même. Le temps de décision est réduit à néant. Cela signifie que Diouf ne s'est pas contenté de rester dans sa zone de confort défensive, il a accompagné le bloc, il s'est proposé en soutien offensif et a participé activement à la construction du déséquilibre. Et le centre ? Le fait d'avoir réussi un centre prouve également qu'il a su utiliser la largeur du terrain pour amener le danger directement dans la surface de réparation. Et voici le point d'orgue de notre source. Le chiffre qui boucle cette note de 8,1 de la manière la plus paradoxale qui soit. Lequel ? Toujours selon le rapport venu de Dakar, El Hadji Malick Diouf a généré une occasion franche créée. Ah oui. Dans un match sans but, réussir à ouvrir une brèche qualifiée d'occasion franche est immense. Mais le paradoxe réside dans la ligne suivante du rapport. Dribble réussi, 0 sur 1. Intéressant. Il n'a éliminé absolument personne individuellement, balle au pied. Comment peut-on être à l'origine d'une occasion franche sans avoir pris le dessus sur son vis-à-vis par le dribble ? Si l'on relie cela à la situation globale que nous venons de décrire, tout prend son sens. Créer une occasion franche avec 0 dribble réussi, c'est la signature ultime de l'intelligence tactique. C'est-à-dire ? Le dribble est une prise de risque individuelle par nature. C'est un affrontement direct qui, s'il échoue, entraîne une perte de balle immédiate. C'est du qui tout double. À l'inverse, utiliser la passe, la combinaison rapide, le jeu en triangle ou le centre millimétré pour déstabiliser un bloc, c'est une approche géométrique du football. Géométrique. Diouf a utilisé le déplacement de ses partenaires et la vitesse de transmission du ballon pour ouvrir cette occasion franche. Il n'a pas eu besoin de se lancer dans une percée héroïque au milieu de 3 défenseurs. Il a fait courir le ballon. Il a simplement lu l'espace vide avant tout le monde et a glissé le ballon avec le bon timing. C'est l'illustration parfaite de ce vieil adage du football, le ballon ira toujours plus vite que le joueur. C'est tellement vrai. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre analyse globale ? Si l'on rassemble toutes les pièces de ce puzzle statistique dressé par Sénépost, on obtient le portrait d'une influence tentaculaire sur une rencontre de 90 minutes. Une toile d'araignée. Ce lion a été un dictateur de l'espace aérien, avec ses 82% de duels remportés, coupant net les velléités directes de l'adversaire. Au sol, son anticipation lui a permis de défendre sans jamais avoir besoin de tacler. Et avec le ballon ? Ses 60 touches et sa distribution prudente, mais parfois volontairement risquée, ont dicté le tempo. Et enfin, il a su se projeter pour créer une véritable situation de but là où aucun espace ne semble exister. Le tout sans s'enfermer dans l'exploit individuel. La note de 8,1 dans un match vierge n'est pas une erreur du système de notation. C'est la reconnaissance d'une maîtrise totale de l'environnement de jeu. Une démonstration éclatante de l'impact de l'intelligence de jeu sur le résultat d'une équipe, même quand ce résultat se limite à ne pas perdre. L'analyse de ces données nous rappelle que la valeur d'une performance sportive est souvent multicouche. Multicouche, oui. Il y a la couche visible, celle des buts, des actions spectaculaires, des dribbles qui captent l'attention immédiate des foules. Et il y a la couche structurelle, souvent moins télégénique, qui soutient absolument tout le reste. Les fondations de la maison.
Savoir disséquer une ligne de statistiques permet de mettre en lumière ces architectes de l'ombre. Ceux dont la constance et la prise de décision dictent le sort d'une rencontre, même lorsque le tableau d'affichage reste désespérément silencieux. C'est une belle façon de voir les choses. Et ça amène une réflexion beaucoup plus large sur la manière dont notre société, et particulièrement l'industrie du sport, évalue ses talents aujourd'hui. C'est-à-dire? Le joueur est capable d'obtenir un 8,1 et de dominer stratégiquement un match sans remplir aucune des cases des temps forts traditionnels, aucun but, aucun dribble éliminatoire, aucun tacle ravageur. Il faut se poser la question de la validité de nos outils d'évaluation modernes. C'est vrai qu'on ne retient souvent que les éclairs de génie. Actuellement, les algorithmes de recrutement, les cellules de repérage et surtout les valorisations financières sur le marché des transferts sont massivement indexés sur des statistiques spectaculaires. Les attaquants valent toujours plus cher que les défenseurs. Les créateurs d'occasions visibles et les buteurs s'arrachent à prix d'or. Mais si la véritable clé de voûte de l'équilibre d'une équipe réside dans ces métriques invisibles, dans l'anticipation qui empêche l'action d'exister plutôt que dans l'action elle-même, est-ce que les modèles économiques du sport ne sont pas fondamentalement faussés ? Sont les véritables garants du succès à long terme d'une structurette. Et on peut même étendre cette réflexion au-delà du sport. Est-ce que les actions qui empêchent les problèmes de survenir ne sont pas au final infiniment plus précieuses que celles qui tentent de les résoudre publiquement ? Le travail visible contre la prévention invisible. C'est une question vertigineuse pour clore notre analyse du jour. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante au cœur des statistiques. Et n'oubliez pas de regarder les matchs en observant ceux qui n'ont pas le ballon. On se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux documents. À la prochaine!